Bonsoir, il y a quand même encore beaucoup de monde, c'est assez encourageant. Merci mille fois d'être restés. Prenez place, chers amis. Il y en a que je vous dis bonjour, que je vous ai même pas encore vu avant d'arriver. Voilà, vous êtes bien installés. Il manque encore juste quelqu'un qui va arriver, je pense. C'est un bonheur et un honneur pour moi de prolonger un tout petit peu la soirée. On va être encore ensemble, je ne vais pas vous dire de temps, mais pas jusqu'au bout de la nuit, mais une bonne grosse demi-heure, avec les acteurs, j'allais dire les acteurs de la migration. Non, les acteurs de la migration, c'est les gens qui migrent. Et c'est les gens qui se déplacent. Mais 5 acteurs quand même, pas migrants au sens propre, mais encore que, on est tous un peu migrants quelque part, je crois, mais qui accompagnent, qui gèrent, qui encadrent, je ne sais pas comment il faut le dire, je ne sais pas quel est le bon terme, je ne sais pas s'il y a un bon terme, ce phénomène, ce qu'on appelle le phénomène migratoire, derrière laquelle il y a des réalités humaines, très humaines, terriblement humaines. On est tous un peu remués encore par l'œuvre qu'on vient de voir. Je pourrais vous faire réagir, mais d'abord je vais vous présenter peut-être à ceux qui ne vous connaîtraient pas. Tout au fond là-bas, en train d'opiner du chef, c'est Robert Mardini, le directeur général du CICR, avec qui, ainsi que tous les autres, on va faire un voyage, on va refaire un peu le voyage différemment, avec des mots cette fois, avec des chiffres peut-être aussi un peu pour prendre la mesure de ce dont on parle. Donc Robert Mardini, directeur général du CICR. À côté de lui, Florence Anselmo, CICR aussi, directrice du centre, de l'agence centrale de recherche, il faut que je le mette dans le bon sens, l'agence centrale de recherche qui est au cœur de l'ADN, quoi, une des missions premières de l'ADN, à savoir rechercher les gens, d'abord, les disparus, ceux qui sont sur la route, en l'occurrence, puisqu'on parle de migration ce soir, on va vous entendre. Vous les accompagnez, je disais, on fait un chemin parce que Robert Mardini incarne ce soir, un peu comme une figure tutélaire, le point de départ et puis tout le chemin. Florence Anselmo nous accompagnera sur le chemin, précisément, c'est la femme du lien ce soir. Jean-Philippe Calongi est avec nous, l'immense Jean-Philippe Calongi, c'est un grand bonheur, qui s'est intéressé de près, avec son talent, son crayon, enfin pas que son crayon, parce qu'il y a beaucoup de couleurs là-dedans, je vous le recommande, Seul en exil, avec deux autres artistes qui s'est intéressé de près, on l'a dit, aux enfants, aux humains, et pas aux chiffres. Éric Mechevant est avec nous, bonsoir. Président, lui, de la Croix-Rouge genevoise. On est un petit peu plus loin sur le chemin. On encadre l'accueil de ceux qui sont arrivés ici, des migrants qui arrivent à Genève. Et cet accueil, il est géré par notre troisième invité, Ariane Daniel Merkelbach, qui s'occupe à l'Hospice Général. L'Hospice Général, c'est pas un détail dans ce dossier, puisque c'est l'Hospice Général qui accueille, qui a en charge, c'est une délégation du Conseil d'État, d'accueillir les migrants, de les loger, ce qui n'est pas une mince affaire, et de les intégrer, ce qui est une thématique pour certains qui n'étaient pas prévus, puisque certains n'avaient pas prévu de s'intégrer, et finissent par s'intégrer. Donc on va faire ce chemin, vous incarnez chacun d'entre vous. Je vais d'abord vous donner de manière scolaire un petit peu la parole à chacun d'entre vous pour que vous puissiez nous dire ce que c'est que la réalité de la migration vue de votre œil de professionnel. En commençant peut-être par vous, évidemment, Robert Mardini, je le disais, au point de départ, plus de 100 pays, le CICR. Peut-être que les gens sont suspendus ici parce que vous avez fait beaucoup parler de vous ces temps. On sait que le CICR travaille beaucoup, manque d'argent. On en parlera certainement à la fin de cette demi-heure. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous, la migration, pour vous, CICR? Bon, le CICR, son mandat, c'est vraiment d'alléger la souffrance humaine pendant les conflits armés. Aujourd'hui, il y a plus de 100 conflits armés à travers le monde qui impliquent 60 États, plus de 100 groupes armés. Le nombre de ces conflits, malheureusement, augmente chaque année. Il n'y a pas de solution politique pour la majorité de ces conflits et ils se prolongent dans le temps. En moyenne, si nous prenons les 10 plus grandes opérations du CICR, malheureusement, c'est des opérations où nous sommes présents en moyenne 36 ans. Donc c'est énormément de souffrance humaine, de combats qui provoque aussi des déplacements internes. La majorité des déplacés sont des déplacés internes qui restent déplacés dans leur pays. Une bonne partie traverse les frontières et rejoint quelquefois des flux migratoires. Et vu que les conflits armés d'aujourd'hui sont exacerbés par d'autres facteurs, les chocs climatiques, la réalité économique des pays, il y a un mélange entre les déplacés dus aux conflits armés et les migrants économiques qui rejoignent ces flux migratoires. D'après l'Organisation mondiale de la migration, en 2020, il y avait 280 millions de migrants. Donc c'est 3,6% de la population mondiale. La bonne nouvelle, c'est que la majorité voyagent, partent et arrivent
toutes en sécurité à leur destination, mais il y a quand même des dizaines de millions où ça se passe moins bien, comme la famille de Haïdar et Myriam qu'on a vu dans cette œuvre très poignante. Et c'est là où, quand les parcours des migrants s'entrechoquent avec les réalités des conflits armés, avec la réalité, par exemple, des gangs criminels en Amérique latine, c'est là que tout devient beaucoup plus compliqué pour les migrants. C'est là qu'ils rencontrent des situations impossibles, des choix impossibles. Et je pense que la migration, c'est plus que des statistiques, c'est des histoires individuelles tragiques, c'est des destins brisés, c'est des familles séparées, c'est des décès, c'est des migrants qui se retrouvent dans des lieux de détention sans contact avec leur famille et où les espoirs, les rêves sont brisés du jour au lendemain, comme on l'a vu dans cette magnifique œuvre. Donc le CICR se trouve vraiment à l'intersection des conflits armés et de ces dynamiques de migration et essaye de simplement de venir en aide avec nos partenaires de Croix-Rouge, Croissant-Rouge dans les différents pays, avec les besoins immédiats des migrants, que ce soit des besoins médicaux, que ce soit des besoins en nourriture, en soutien économique, mais aussi souvent rétablir le lien familial qui reste au cœur de notre mandat. Vous l'avez dit, on classe souvent les gens en catégories. On est obligé de faire des catégories ici. Alors on a des migrants économiques, on a des réfugiés. Vous avez bien fait de souligner que la belle histoire de Haïdar et Myriam, elle montre qu'on sait parfaitement, on ne sait pas exactement dans quelle catégorie il faut les mettre. Ces deux-là, c'est des gens qui sont sur les routes et c'est des humains. Encore un mot, Robert Mardini, sur le contexte actuel. On a placé la soirée, cette discussion sous le signe de conflit et migration. On connaît cette espèce de terrible mécanique à deux temps, l'un entraînant l'autre, les conflits engendrant la migration qui elle-même ensuite engendre le conflit. On a cette impression aujourd'hui dans ce monde complètement fou que tout le monde est sur les routes précisément, que le phénomène est plus accentué que jamais. Dans quelle mesure il y a une déformation dans notre œil? Dans quelle mesure est-ce que c'est vrai? Non, c'est des réalités réelles. Si nous prenons les chiffres aussi du Haut Commissariat des réfugiés, en 2013, il y avait 10 millions de réfugiés qui étaient en quête de protection internationale. Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 40 millions. Donc, objectivement, le fait que les conflits se multiplient et se prolongent fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus le choix de rester dans leur pays, dans leur communauté, et puis se lancent dans ces voyages impossibles où ils sont confrontés à des choix de vie et de mort et des choix impossibles. Donc, c'est une réalité bien réelle qui est là et qui engendre énormément de souffrance. Florence Anselmo, sur la route des migrants, enfin pas vous-même directement sur la route, mais avec l'Agence centrale de recherche, vous êtes la dame du lien ce soir, la garante du lien. Le lien, c'est pas simple, il y a déjà beaucoup de disparitions, peut-être on pourra en parler, il y a des gens qui partent et qui arrivent, mais il y a des gens qui partent et qui n'arrivent pas, et ils sont très très nombreux et difficiles à chiffrer. D'abord, simplement, pour comprendre un peu votre fonction, à vous, l'Agence centrale de recherche au CICR, qu'est-ce que vous faites? Au téléphone, tout à l'heure, je parlais avec de Facebook de la douleur pour trouver une formule, mais il y a un peu de ça. L'idée, c'est quand même de créer un moyen de créer du lien. Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'Agence centrale de recherche au CICR, c'est l'entité qui s'occupe des questions de familles séparées, de personnes disparues et aussi de personnes décédées dans des situations de conflit. Mais comme on l'a très bien vu, j'aurais pas pu imaginer vraiment une meilleure introduction que cette œuvre. Les routes migratoires séparent des familles. Ceux qui restent au pays, ceux qui partent, ceux qui sont séparés le long de la route migratoire, ceux qui disparaissent pour tout un tas de raisons et malheureusement, comme on l'a vu ici, parfois ceux qui décèdent. C'est un travail qu'on fait particulièrement avec le réseau global, qui est un réseau qui est aussi global que local, de nos partenaires, des sociétés nationales, des 192 sociétés nationales du monde entier, qui pour la plupart ont des services de recherche. Et donc, on travaille avec eux particulièrement le long des routes migratoires. Dans la question des migrants disparus, c'est vraiment une question qui prend de plus en plus de place dans notre travail. Et il faut le dire, c'est une tragédie humanitaire mondiale. Et c'est une tragédie
qui est trop souvent invisible, dont on entend peu parler aussi sur l'agenda humanitaire, et par définition, voilà, les disparus sont invisibles. Alors peut-être quelques chiffres. L'Organisation internationale pour les migrations a enregistré plus de 55 000 migrants disparus et morts depuis 2014 sur la base de cas signalés. Non, on sait que ces chiffres-là, c'est vraiment un tout petit fragment de la réalité. C'est un phénomène qui est difficile à quantifier parce que, comme on l'a bien vu, les personnes ne disparaissent pas lors de vols réguliers avec des listes de passagers. Ils doivent faire face à des routes migratoires périlleuses, dangereuses. Ils doivent traverser des montées, passer des montagnes, par la mer, par les déserts, par la jungle. Et il y en a beaucoup d'entre eux qui malheureusement vont disparaître sans laisser aucune trace. Le CICR a conduit une étude en Méditerranée qui indique que parmi les milliers de corps non identifiés de migrants noyés en Méditerranée, ces corps-là qui ont été récupérés représentent seulement 15% du nombre total de décès. Ça veut dire que ces 85%, c'est la grande majorité de ce nombre qui va rester, qui va ne laisser aucune trace. Ils sont des vrais disparus, dans tous les sens du terme. Voilà. Et un autre exemple, dans une enquête auprès de ménages menée dans un seul pays, l'Éthiopie, il y a 2 ans, c'était 51 000 ménages dans ce pays qui ont un membre de leur famille qui a disparu lors de la route migratoire. Maintenant, je pense que ce qui est vraiment important à souligner, au-delà de ces chiffres, c'est plutôt que chacun de ces chiffres, ça représente évidemment une personne, une identité, mais ça représente aussi une famille, souvent qui est restée au pays, une famille, un univers entier qui reste en suspens, dans une incertitude douloureuse, c'est vraiment une douleur indicible de ne pas savoir ce qui est arrivé à un père, à une mère, à un fils, à un frère. Et bon, on a vraiment beaucoup d'exemples, et c'est vraiment quelque chose qui traverse les cultures et les religions, de mères qui, des années plus tard, vont laisser la porte de leur maison ouverte la nuit, en attendant que leur fils rentre. Donc il y a vraiment une douleur psychologique très grande, mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a aussi des conséquences souvent très matérielles ou très réelles pour ces familles aussi. Souvent, dans le cas de migrants, c'est des économies familiales, par exemple, qui ont été investies pour financer le départ d'un fils. Ça peut créer aussi des conflits au sein de la famille. Il peut y avoir des questions de stigmatisation au sein d'une communauté. Pour des femmes, par exemple pour des mères, le fait que le sort ne soit pas clarifié, qu'il n'y ait pas de certificat de décès, ça peut vouloir dire pas d'accès à un compte en banque, ça peut vouloir dire pas d'héritage d'une terre, ça peut vouloir dire même pas de garde parfois sur des enfants. Donc voilà, maintenant nous, au CICR, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qu'est-ce qu'on fait? On travaille vraiment sur 3 axes. Un axe de prévention, l'axe de la recherche, évidemment, c'est la première demande des familles, c'est de savoir ce qui s'est passé, c'est d'avoir des réponses. Parlez-nous juste de Trace the Face, c'est votre programme qui s'appelle Trace the Face, ça m'a fasciné. Trace the Face, c'est une initiative qui a commencé en lien avec la question migratoire par des sociétés nationales européennes. Rendre à César ce qui est à César. La Croix-Rouge suisse en faisait partie, qui est un outil qui donne un outil en fait aux migrants qui recherchent leur famille et qui postent une photo d'eux-mêmes en disant je cherche mon frère, je cherche ma sœur, je cherche ma mère. Et c'est un outil qui est disponible aux migrants et qui peuvent faire les recherches eux-mêmes sur les photos. Maintenant, sur la base d'un visage. Voilà. Et on a réuni des centaines, on a réussi à reconnecter comme ça des centaines de personnes. Je fais une petite pause dans le voyage avec vous, JP. Je peux vous appeler JP, Kalonji, je ne sais pas, ou Jean-Philippe Kalonji. C'est vous qui décidez. On était assis juste à côté là pendant cette création, et à la fin, on parlait on avait pris plein les yeux, on parlait de cette montagne, et vous m'avez tout de suite dit, ça me fait penser. Ça m'a immédiatement fait penser à Essan, qui est le personnage dont vous nous racontez l'histoire, non pas le voyage, mais le quotidien à Genève. Alors, moi, en tant qu'artiste, ce qui m'a déjà beaucoup frappé à travers cette œuvre, c'est évidemment la similitude
des histoires, notamment l'histoire qui est dans l'ouvrage genre Seul en exil que nous avons réalisé avec deux autres auteurs, donc Irgan Ramon et Fabien Ménor. Moi, ce que j'aime à travers en fait mon travail, c'est de pouvoir créer des ponts, en fait des liens avec notamment la chance avec des institutions aussi en tant qu'artiste de pouvoir expliquer ou de relayer ou d'essayer on va dire de traduire en fait à travers le côté culturel. Médier, bon, ça se dit pas voilà. médier, hein, mais c'est un peu ça. Et si mon dessin peut apporter justement éclaircir ou mettre peut-être un focus sur un point, notamment celui de l'immigration, c'est, je veux dire, autant en tant qu'être humain, que citoyen, je trouve pour moi que c'est presque un devoir en fait. On va revenir à Ehsan et à tous les autres, à ceux qui sont là et dont vous parlez. Mais je poursuis le voyage un peu plus loin, à l'arrivée à Genève. Pour ceux qui, heureusement, arrivent à Genève, j'ai dit à l'Hospice Général. Et il y a vous, Madame Merkelbach. Alors, l'Hospice Général, la migration, c'est pas une petite affaire pour l'Hospice Général à Genève. C'est politiquement aussi très, 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 très chaud comme sujet, forcément. Qu'est-ce que ça représente? Je ne vous ai pas besoin de nous faire un portrait chiffré, mais peut-être un petit peu quand même, donnez-nous une idée du volume de la question, puisque là, on est trivialement en train de parler de chiffres. Alors, l'Hospice Général, c'est effectivement l'institution qui va accueillir les migrants qui sont attribués par la Confédération au canton de Genève. Aujourd'hui, nous avons dans notre dispositif, si on ose le dire comme ça, à l'Hospice Général, quelques 9700 personnes qui ont reçu soit l'asile, soit un titre qui leur permet de séjourner sur le canton de Genève. Il y en a un tout petit peu qui sont censés retourner chez eux, qui ont été déboutés. Mais la grande majorité ont la possibilité de rester ici. Et je précise que parmi ces 9700 personnes aujourd'hui, il y a plus de 3000 personnes qui ont fui la guerre en Ukraine. Donc là, on parle de toutes les personnes qui ont reçu depuis une année et qui continuent de recevoir une protection spécifique de la part de la Suisse. Parce qu'on fait face en Suisse et en Europe à une sorte un double défi très 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 chaud. Évidemment la question ukrainienne et le Moyen-Orient, la Syrie, la Turquie. Là, vous êtes en première ligne maintenant. Je suis toujours avec vous, Madame Merkelbach. Non, mais quand je vous disais, j'avais envie de prendre l'ampleur, j'aimerais que vous nous disiez plus. Peut-être aussi, il faut en parler. Qu'est-ce que ça coûte, la migration à Genève? L'accueil de la migration. Alors, l'accueil, en fait, il faut voir la tâche, en fait, qui est attribuée au canton par rapport aux personnes qui sont requérantes d'asile, parce qu'on va quand même les appeler comme ça. Elle est très large, ça va de l'accueil physique des personnes avec leur logement dans un centre. Pour nous, c'est dans des centres d'hébergement collectif avec ensuite toute une prise en charge individuelle pour chaque personne qui arrive, pour l'accompagner dans son parcours qui doit viser à son intégration dans le canton. Et qui dit intégration dit apprentissage du français, mais apprentissage aussi des us et coutumes suisses, de nos manières de faire, de la manière de gérer ses affaires, de la manière dont on vit, dont on s'imprègne, je dirais, de la culture en Suisse. Et au-delà de ça, de pouvoir avoir accès, notamment pour les jeunes, à une formation pour pouvoir ensuite trouver un emploi et devenir autonome. Donc ce parcours-là, il est long, il peut prendre des années. Pour certains, ils y arriveront même relativement vite. Pour d'autres, ce sera presque mission impossible, notamment pour des personnes qui sont arrivées à un âge, disons, déjà avancé dans notre pays et puis qui n'ont plus cette possibilité ou cette capacité, je dirais, d'aller plus loin dans leur intégration ou dans leur insertion professionnelle. Voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, la photo globale qu'on peut avoir de ce parcours ici. Mais ce parcours, il est quand même
semé, je dirais, d'embûches aussi. On a beaucoup parlé d'espoir dans l'opéra qu'on a vu tout à l'heure, et c'est vrai que chaque migrant, quelle que soit son origine et quelle que soit son histoire, arrive avec l'espoir d'avoir une vie meilleure, avec l'espoir de pouvoir reconstruire sa vie, de pouvoir trouver une terre d'accueil pour ses enfants. Et ça n'est malheureusement pas toujours le cas. Ces espoirs, on doit les déconstruire. C'est affreux comme formule, ces espoirs, on doit les déconstruire, mais il y a une réalité que... Oui, parce que quand on a parfois des jeunes qui arrivent quasiment analphabètes à l'âge de passer 20 ans et qui nous disent « moi je veux devenir médecin ou avocat », oui, c'est un très long parcours. Et peut-être qu'avant d'être médecin ou avocat, eh bien, on va commencer par s'atteler à l'apprentissage du français, par s'atteler à la vie en communauté, à l'intégration parmi d'autres jeunes ici, etc. Donc c'est vrai que l'espoir, c'est ce qui draine, c'est ce qui amène jusqu'ici et c'est ce qui permet aussi de continuer son parcours ici. Mais en même temps, certains espoirs, ma foi, sont plus difficiles à tenir jusqu'au bout et on doit les aider dans ce parcours. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'Hospice et de toutes les institutions qui travaillent dans le domaine de la migration. On l'entendra avec la Croix-Rouge aussi tout à l'heure, c'est d'aider les personnes à se trouver une vie, un but et un objectif une fois arrivés dans notre canton. Eh bien, on va l'entendre tout de suite, la Croix-Rouge genevoise, par la voix de son président, Éric Mégevant. Dernière étape de la route, vous encadrez... C'est difficile de conclure. Vous On va prendre la suite. Vous encadrez juste un mot. J'ai envie de poser une question. Est-ce que Croix-Rouge genevoise, CICR, la Croix-Rouge, elle est partout, elle est chez les médecins, elle est sur les hélicoptères, même logo, mais pas même mission du tout. Peut-être un petit effort de clarification sur qu'est-ce que vous faites, vous, qu'ils ne font pas. C'est effectivement extrêmement important. D'abord, j'aimerais vraiment sincèrement remercier Aviel Kahn et la Fondation du Grand Théâtre de nous avoir donné cette plateforme, cette possibilité de sensibiliser les gens, de leur expliquer la véritable problématique. On lit la migration dans la presse tous les jours, mais on ne veut pas la voir, on ne veut pas l'entendre, et ce n'est pas véritablement notre problème, parce qu'on vit confortablement dans notre quotidien. Mais on ne peut pas l'ignorer. Le débat social et sociétal doit être conduit. Je trouve extraordinaire qu'il y ait autant de monde qui soit resté ce soir, et je vous remercie sincèrement parce que ça prouve votre intérêt et votre sensibilité sur le thème. La Croix-Rouge genevoise, qui est-elle par rapport aux organisations internationales de la Croix-Rouge? Il y a un grand mouvement international de la Croix-Rouge qui chapeaute la fédération, qui relie les associations nationales. Il y a 162 pays qui ont contracté avec la Croix-Rouge internationale. Et il y a les associations donc d'État. L'association cantonale est un sous-groupe de l'association suisse. Donc nous avons le CICR qui s'occupe véritablement du conflit sur le terrain. Et nous avons les associations nationales qui, elles, gèrent les problématiques à l'interne. La Croix-Rouge suisse s'occupe également d'une problématique internationale, mais sa priorité doit être de gérer les problématiques internes, en lien avec les autorités fédérales. Les Croix-Rouges cantonales, véritablement, ne se concentrent que et exclusivement sur la problématique du canton, les problématiques régionales. Bien sûr, on intervient dans la problématique internationale, mais notre implication est une implication de terrain local. Alors, nous ne sommes pas les seuls à Genève à agir sur le terrain de l'aide sociale. Il y a près de 150 petites associations ou associations de taille moyenne, voire quelques grandes associations qui participent à ce collectif de l'aide pour l'aide sociale. La Croix-Rouge est peut-être une des plus importantes, la Croix-Rouge genevoise, parce qu'elle a 160 ans d'histoire. Le CICR a fêté ses 160 ans cette année, en mars. Nous fêtons, Croix-Rouge genevoise, nos 160 ans l'année prochaine. Et nous sommes peut-être par là, historiquement, une des plus implantées dans le terrain. Et peut-être que nous nous sommes donné aussi les moyens de monter et de construire une structure qui a pris sa valeur et qui a pris sa réputation. Nous ne cherchons pas à nous substituer à l'activité et à l'œuvre de l'État qui fait ce qu'elle peut, qui le fait très bien, et j'en ai pour exemple tout ce qui a été dit par ma préopinante en évoquant la situation de l'hospice. Cela étant, la Croix-Rouge a pour objectif de soutenir l'action de l'État, de remplir ce qu'on appelle un peu les trous dans la raquette, d'essayer de combler là où il y a des manquements dans le filet, d'amener peut-être de l'humanité dans l'accueil, de redonner de la dignité, de redonner de la vie à ces morts vivants.
et d'essayer de leur reconstruire ou de les aider à se reconstruire. C'est la mission première de l'association de la Croix-Rouge genevoise. Alors les activités, elles sont multiples. La Croix-Rouge, elle agit bien sûr sur le terrain, comme je l'ai dit, et pas uniquement pour les réfugiés ou les requérants d'asile ou les exilés, les immigrés. Elle agit en premier lieu et énormément pour les défavoriser, les précariser, les laisser pour compte, les jeunes en précarité scolaire, les personnes isolées âgées. Donc nos activités vont véritablement sur le terrain, entrent dans les maisons par l'aide de 1500 bénévoles, de 400 collaborateurs. Je ne parle pas des collaborateurs administratifs, ceux-ci se réduisent à un nombre bien inférieur. Mais nos activités, peut-être qu'on les développera un tout petit peu plus tard, mais elles sont multiples. Et s'agissant de la migration, peut-être que je les redévelopperai dans un petit moment. Merci pour ces propos introductifs. J'ai envie de vous poser une question. Vous êtes là tous les 5 dans cette espèce de chaîne de l'asile qu'on essaie de créer de manière un peu virtuelle. Mais cette chaîne existe-t-elle vraiment, Robert Mardini? Est-ce qu'il y a un maillage entre vous? Là, on comprend très bien, le fil rouge du voyage, il est très clair. Mais est-ce que le fil rouge, il est aussi clair entre le point de départ, le CICR, et puis la Croix-Rouge genevoise? On se parle? Enfin, ça marche comment? Avec le micro. Absolument, nous travaillons vraiment comme un réseau. Le réseau Croix-Rouge, Croissant-Rouge, c'est le plus grand réseau humanitaire du monde. C'est plus de 14 millions de volontaires et de professionnels qui travaillent dans tous les pays du monde à un niveau central du pays, mais aussi à un niveau très très local. Donc, et le travail de la migration est vraiment un des exemples où tout le réseau collabore. Quand le CICR travaille pour rétablir le lien familial, il travaille de concert avec des Croix-Rouges mexicaines, des Croissants-Rouges libyens, et puis toutes les sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge sur les chemins migratoires. Et nous travaillons en complémentarité, certes, et selon les moyens et les mandats des différentes associations nationales qui sont différents d'un pays à l'autre en fonction de ce que les gouvernements leur donnent comme tâche. Donc il y a des endroits où le CICR aide dans l'assistance humanitaire, alors que dans d'autres endroits, c'est vraiment les Croix-Rouges ou les Croissants-Rouges qui font cela. Et dans ce cas-là, le CICR se concentre sur le rétablissement du lien familial, la question de visiter des migrants détenus et de clarifier le sort des migrants disparus ou rapatrier les personnes décédées. J'ai envie de vous entendre les uns les autres sur les défis que vous avez et que nous avons. J'ai commencé par, n'ayez pas peur, Jean-Philippe Calongi, j'ai commencé par vous. Et le premier défi est celui que vous relevez là-dedans, et celui que vous relevez à travers votre travail en général, c'est de mettre des visages, des noms, non pas sur des voyageurs qui ont traversé les Alpes forcément, mais sur des gens qu'on voit dans le bus, qu'on voit à l'hôpital. Votre BD, elle commence à l'hôpital, ensuite on est dans le tram avec la petite dame qui ne comprend pas. Et c'est ça qui vous a amené là-dedans. Non, ce qui m'a amené là-dedans, en tout cas, on parle du personnage que j'ai dû dessiner, qui évidemment est un nom d'emprunt, qui s'appelle Eshan, qui est originaire de la tribu des Hazaras, afghans, donc qui est évidemment... alors il a démarré en Iran. Qui existe vraiment, qui existe vraiment, oui. Prénom d'emprunt, voilà, mais il existe vraiment. Il existe vraiment, donc c'est vraiment un nom d'emprunt par sécurité, évidemment. Alors, le lien, en tout cas, moi, mon travail, ce qui a été tout au long de la création de ce projet, c'était d'abord de l'écouter. Je dirais, il me confie son histoire. Donc à partir de là, il y a toute une émotion, on s'ouvre, il y a le côté humain, justement il y a tout ce côté artistique qui me plaît, mais avant tout c'est de l'écoute. Il faut avoir envie d'écouter pour écouter, et c'est peut-être cette envie oui, que vous avez il faut avoir envie aussi. Certes, il faut avoir envie, mais je veux dire, on apprend de l'autre. Chaque jour, on apprend les uns des autres, même si on est dans une période où tout le monde se retranche. Hein, en ce moment, on n'a qu'à voir, que ce soit politiquement ou le climat un peu froid. Mais pour revenir dans mon projet, c'était ça. C'était d'abord, on s'était mis d'accord, les 3 auteurs, d'écouter leurs histoires, d'écouter. Ça a pris 6 mois. Il y a eu des moments très 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 difficiles, notamment dans les échanges sur son parcours. Moi, j'ai eu du mal à sortir
de cette configuration, de cette bande dessinée, en tout cas de cet ouvrage. C'est garder contact. Oui, au niveau des contacts. Et surtout, on avait 25 pages. Donc, réduire l'histoire de quelqu'un en 25 pages, c'est pour ça on s'est toujours dit que c'était un trait d'union. C'est l'idée de construire ou d'amener en fait un récit au dialogue. En fait, cet ouvrage, c'est vraiment ça. C'est d'amener les gens au dialogue, à dire ça existe, c'est ici, c'est à Genève. Je passe de la petite histoire à la grande à Ariane Merkelbach, mais au chapitre des défis, on est dans un monde en crise, tout est en crise partout, tout le monde est en crise. Les défis concrètement qui se posent aujourd'hui, ils sont, j'imagine, assez multiples. Il y a des défis d'intégration, mais pas pour tout le monde. Il y a des défis de logement, a priori, et d'accueil pour tout le monde. Et puis c'est évidemment très différencié en fonction des contextes. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, alors c'est vrai qu'on a différents types de défis. Aujourd'hui, on a un défi qui est quand même majeur dans la situation actuelle, c'est celui de l'hébergement, du logement des personnes. Comme je disais tout à l'heure, avec plus de 3000 Ukrainiens qui sont arrivés dans le canton de Genève l'année dernière, on a dû créer toute une série de structures pour pouvoir loger ces personnes. Et puis, à partir de l'automne dernier, on a eu beaucoup d'arrivées de personnes d'Afghanistan, différentes régions d'Afghanistan, mais aussi du Burundi, de Syrie, d'Érythrée, enfin voilà les pays un peu habituels desquels viennent les requérants d'asile. Et ces personnes sont arrivées de façon assez nombreuse. Donc aujourd'hui, on a un véritable défi, c'est d'avoir des centres d'hébergement collectif qui puissent accueillir tout le monde, c'est d'avoir des appartements qui puissent accueillir les personnes qui ont déjà séjourné dans des centres d'hébergement collectif et qui ont appris un peu le français et qui seraient tout à fait capables de vivre dans des appartements. Mais le canton de Genève, avec la crise du logement qu'il connaît depuis de longues années, et pas seulement pour les personnes qui sont issues de la migration, mais pour le Genevois aussi, ça représente un véritable défi que d'arriver à loger tout le monde. Et on est toujours un peu à flux tendu avec nos hébergements et on a de très fortes craintes pour l'été à venir et l'automne qui va suivre, de pouvoir loger tout le monde dans des bâtiments qui se trouvent en surface et non pas dans des abris de protection civile, comme on a dû le faire par le passé, mais comme on risque de devoir le faire aussi si on n'a pas cet élément de logement en surface. Donc ça, c'est vraiment un très gros défi que l'hospice essaye de relever avec les autorités politiques et cantonales. L'autre défi, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'intégration. C'est vraiment de donner finalement la possibilité à toute personne qui arrive ici de faire partie de la société genevoise, de s'y trouver une place et de pouvoir contribuer à la société genevoise. Et ça, je pense que c'est un défi qu'on doit quelque part relever tous ensemble. C'est pas juste le travail de l'hospice qui, oui, peut donner des outils, peut coacher les gens pour arriver à les orienter sur le marché du travail, mais c'est aussi le travail de la société civile elle-même. Voilà, d'être à l'écoute, comme le disait M. Kalonji tout à l'heure, et d'être à l'écoute, et pas seulement à l'écoute, mais aussi dans le faire. On a beaucoup de personnes qui sont bénévoles dans les communes dans lesquelles on a des hébergements et qui donnent vraiment de leur personne et de leur temps pour certains apprendre le français aux réfugiés, pour d'autres donner des cours aux enfants, faire de la peinture, enfin je ne sais quoi d'autre, mais qui contribuent vraiment à l'intégration de ces personnes. Toutes ces personnes ont des compétences, ont vraiment une capacité à pouvoir faire quelque chose dans notre canton et c'est à ça qu'on doit les aider tous ensemble. Et comme le disait M. Mechevant, que ce soit la Croix-Rouge genevoise, que ce soit l'ensemble des autres associations qui travaillent dans le domaine de la migration, c'est de contribuer à cette intégration qui nous permettra aussi de vivre très sereinement et dans la cohésion sociale les uns avec les autres. Je vous laisse la parole une demi-seconde pour revenir
à la BD de Kalonji, puisqu'elle elle tourne autour d'un drame qui a eu lieu et qui a fait beaucoup parler de lui dans un foyer à Genève. Il y en a eu un deuxième. C'est des choses qui sont récentes. Comment on doit le comprendre? Comment on doit les comprendre, ces drames, comme des accidents, comme un problème systémique? Alors ces drames qui sont malheureusement des suicides, donc c'est vraiment 2 jeunes qui ont mis fin à leur jour pour des raisons extrêmement différentes l'un de l'autre, mais évidemment que c'est des drames qui nous touchent profondément, qui touchent la communauté des personnes qui vivent avec eux, qui touchent leurs familles, qui sont très souvent restés au pays, qui sont quelque part sur un parcours migratoire. Ce sont des drames qui touchent aussi l'ensemble des collaborateurs des institutions qui sont concernés par ce domaine de la migration. Et ce qu'on doit en comprendre, c'est qu'on doit vraiment faire notre possible pour qu'ils ne se reproduisent pas. Mais quand je dis nous, ça peut être nous l'hospice, mais ça n'est pas que nous l'hospice. C'est aussi tout l'appareil, je dirais, qu'il y a autour de la personne migrante. On l'a vu dans l'opéra tout à l'heure, le père de famille qui arrive, qui se fait attraper directement menotté, à qui on demande de signer des papiers en ayant les menottes aux mains, je pense que ça parle de lui-même. Et malheureusement, c'est pas des cas isolés, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est le système qui, dans son ensemble, doit être prêt à accueillir et à écouter et à expliquer à un maximum ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Ces jeunes qui se sont donnés, qui se sont enlevés la vie finalement, l'un c'est parce qu'il allait être renvoyé, le deuxième c'est d'autres raisons. Donc les prévenir, c'est vrai que c'est difficile, mais plus on arrivera à les encadrer et plus on arrivera à leur donner quand même l'espoir de pouvoir rester, mieux ça se passera. Dans ce contexte politique, Éric Mégevant, qui est parfois difficile, il y a la politique au long cours, avec la tentation de la forteresse qui habite pas mal de monde dans nos contrées. Et puis il y a tout à coup, c'est vrai, l'asile, on en parle quand ça va mal. C'est comme les trains, on en parle quand ils... Oui. Mais alors, on n'avait pas prévu parce qu'on voulait pas vous embêter, mais si vous voulez, on peut le faire. Vous me donnez encore 3 minutes, puis je vous donne la parole. Oui, ça vous va? Je crois qu'on est quelques-uns où on aimerait peut-être préciser certaines choses. C'est une excellente idée. Merci. On va s'autoriser cette improvisation. Je pose juste encore 1 ou 2 questions. Peut-être ça permettra de répondre par anticipation à l'une ou l'autre, et puis on continue. Je voulais juste vous demander comment est-ce qu'on fait pour garder les gens mobilisés dans un contexte, Éric Mégevant. Vous avez besoin des gens, ou précisément l'asile n'a pas toujours bonne presse, on va le dire clairement, quoi. Alors il est vrai qu'il est étonnant de voir la mobilisation, on l'a vu, la solidarité qui a émané de la société civile au moment des événements d'Ukraine. Du jour au lendemain, tout le monde s'est senti solidaire, a ouvert ses portes. Ça s'est un peu refroidi. Le bénévolat, c'est très difficile parce qu'il y a énormément d'organismes qui cherchent des bénévoles et malheureusement, les gens volontaires ne se multiplient pas. Mais on sent un grand mouvement, notamment auprès des jeunes. La Croix-Rouge Jeunesse a un mouvement de solidarité qui se fait spontanément. Il n'y a pas besoin de faire du recrutement, contrairement peut-être au bénévolat chez l'adulte. Vous parlez des défis et des maillages. Je pense qu'il est vrai que si le CICR est notre cousin germain, on a des associations sœurs avec lesquelles on est véritablement en clone. Et une des organisations qui est la plus proche de nous, finalement, c'est l'hospice. Parce que nous travaillons véritablement en binôme. On se voit déléguer des missions pour lesquelles ils sont mandatés par l'État, mais ils n'ont pas le know-how ou la force ou l'activité de terrain utile et les forces humaines pour mettre en route ces missions. Alors, très brièvement, et quelles sont-elles ? Finalement, quand ces gens arrivent, nous avons ouvert récemment, le lendemain de l'arrivée du départ, malheureusement de la guerre en Ukraine, dans les 10 jours qui ont suivi, on a ouvert un centre d'accueil de jour qui a migré de la rue de Chandin à aujourd'hui à la rue de Lausanne, qui est ouvert maintenant à d'autres migrants que seulement les Ukrainiens, les Afghans, les Syriens, vous avez nommé les différents pays qui sont concernés. Ce centre d'accueil est un site, un seuil de repos, de réconfort. On trouve une plateforme de contact et d'orientation. Nous avons un service
interprètes communautaires. L'interprétariat est une des très grandes forces de la Croix-Rouge. Nous avons 170 interprètes qui parlent dans 70 langues différentes. Ces gens, quand ils arrivent, ils ne parlent pas la langue ou parlent très mal, certains ne parlent pas du tout l'anglais. Donc il faut les aider, il faut les accompagner, il faut traduire. Il faut les aider à aller vers leur service sanitaire, à l'hôpital. Il y a une visite obligatoire médicale. Il faut les aider à traduire les papiers administratifs. Il y a des fractures numériques. Ils sont complètement largués avec l'informatique. Il faut les accompagner dans cette démarche. Donc on les aide, on les accompagne, on leur donne des cours de français rudimentaires, mais on les aide. Les enfants, scolarisation obligatoire pour les enfants qui arrivent. Mais de nouveau, qui va les accompagner pour les devoirs du soir? Les parents ne comprennent rien, ils parlent la moitié de la langue. Le soutien scolaire de la Croix-Rouge est là pour accompagner ces enfants, les accompagner dans les activités sociales, l'assistance pour l'intégration socioculturelle, les clubs de sport, les loisirs, les activités diverses. Chaperon Rouge, qui est une activité que la Croix-Rouge offre depuis de nombreuses années et que beaucoup de personnes utilisent pour le service de babysitting d'urgence. Les seniors, notre service de seniors d'ici et d'ailleurs qui accompagne les grands-parents qui arrivent avec leurs filles et leurs petites-filles et leurs petits-enfants. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il faut leur montrer des services culturels, le droit civique, comment est-ce qu'on vit en Suisse. On leur montre, on les accompagne dans des musées, dans des expositions, on leur montre un petit peu comment fonctionne la Suisse. On a parlé, je reviens très brièvement sur l'histoire de l'accueil, notamment des jeunes, et c'est très difficile parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont précisément, mais ces réfugiés mineurs non accompagnés, on estime une centaine probablement dans le canton, qui ont été un peu regroupés dans une grande, comment on l'appelait? Voilà, un foyer, structure d'hébergement. C'est le terme qui me manquait. Malheureusement, il est vrai qu'il faudrait, et la Fondation officielle pour la jeunesse devrait s'occuper un petit peu de retrouver, de délocaliser, de permettre d'avoir des spots, mais c'est très difficile de trouver ça dans le canton. La Croix-Rouge est en train d'ouvrir, et ouvre très prochainement, un centre d'accueil où nous allons héberger. C'était prévu pour les jeunes de 17 à 25 ans, en perte de structure, en perte de contact. L'idée, c'est de leur offrir un accueil sécurisant, encadré, avec des programmes de formation, des projets pour les aider à se reconstruire, à acquérir l'autonomie et l'intégration. Et dernièrement, le programme d'intégration est extrêmement important parce que finalement, c'est la base de notre société. On ne peut pas oublier non plus que Genève est une terre d'accueil historique. Nous avons toujours été une terre d'accueil. Du Moyen-Âge à nos jours, si les plus grands noms qui figurent dans nos rues sont là aujourd'hui, ce sont des produits de la migration. On estime à peu près 20% les Genevois, j'aime pas le mot pur souche de Marine Le Pen, mais issus du terroir. Tout le reste, c'est issu bien évidemment qu'après le Moyen-Âge, il y a eu la Réforme qui a été un propulseur de migrants, et avec le premier refuge en 16e, le deuxième refuge au 17e, récemment, le fleuron de l'industrie horlogère, les Patek, les Philippe, les Rolex, pour ne pas nommer M. Wilsdorf, ce sont des produits de la migration. Donc Genève est une terre d'accueil. Et parmi tous ces gens que nous avons accueillis au cours des siècles passés, il y a eu des très grands noms, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, la botanique, les chercheurs. Et ces gens-là, aujourd'hui peut-être, dans ce lot, dans ce wagon, il y a peut-être de futurs explorateurs qui vont faire briller notre pays. Il y en a certainement. Vous m'autorisez deux petites questions, puis je vous donne la parole? Non, vous voulez pas? Non? Allez, une. Chère madame, je crois qu'il va falloir qu'on négocie durement, vous et moi. J'en fais quand même une très rapide. Deux, allez, très rapide, je vous désobéis. Madame Anselmo, juste sur l'agence, elle est peut-être un petit peu comme ça, c'est un ovni cette question, mais elle se pose quand même, elle se pose souvent dans l'actualité. Vous collectez des données, vous avez besoin de données, les données sont devenues le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est pas à vous que je vais apprendre que ça vaut beaucoup d'argent. Du coup, vous êtes au centre de toutes les attentions. Comment est-ce que vous vous mouvez là-dedans avec les impératifs à la fois financiers, de sécurité, etc. que ça pose? Vous n'avez pas besoin de faire 25 minutes de réponse, mais... Ce qui est intéressant, c'est que les données, c'est le nerf de la guerre depuis 150 ans à l'Agence centrale de recherche. Par des cartes, c'était sur le papier. On a le premier ordinateur utilisé au CICR, sans faire de la pub, c'était une donation d'IBM à l'Agence centrale de recherche. Donc l'Agence centrale de recherche a toujours été de chercher plus efficacement, plus rapidement pour donner des réponses aux familles. Et donc vraiment, la gestion des données est au cœur de nos travail. Et d'ailleurs, c'est aussi au cœur du travail des États qui eux aussi ont une responsabilité primaire quand il s'agit de trouver des personnes disparues. Maintenant, au sein du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, donc que l'Agence centrale de recherche
coordonne quand il s'agit des activités de recherche. On a un code de conduite sur ce qui est la protection des données. Donc on utilise les mêmes outils, on utilise les mêmes méthodes, on utilise les mêmes standards de protection des données et des outils qu'on espère le plus, on va dire, sécure possible. Non, comme on le sait, à la période dans laquelle on vit, la question de la sécurité des données est une question qui est vraiment une préoccupation quotidienne pour nous, qui est toujours dans nos préoccupations. Je vous posais la question parce que le téléphone portable, c'est, paraît-il, une des premières choses qu'on confie quand on arrive à la frontière ou qu'on essaie de sécuriser, tellement c'est devenu plus important que tout le reste. Dernière question, elle est pour vous. C'est un chiffre, 700 millions. C'est le vôtre, Robert Mardini, il ne fallait pas en parler. C'est la somme qui pourrait vous manquer. On sait que c'est très très actuel, que c'est très très chaud. Vous êtes très occupé ces temps-ci. Donnez-nous des bonnes nouvelles du CICR ou des mauvaises, je ne sais pas. Absolument. La bonne nouvelle, c'est que 22 000 collègues travaillent d'arrache-pied dans plus de 100 pays pour aider des personnes affectées par les conflits armés. La moins bonne nouvelle, c'est que avec les besoins humanitaires qui augmentent, avec les conflits sans fin, avec les conflits qui se multiplient, il y a des besoins humanitaires qui montent. Il y a malheureusement une situation économique mondiale avec une inflation, avec des grands contributeurs du CICR qui soit ont leur contribution plafonnée, soit une partie de leur contribution est utilisée. C'est le lien avec la soirée pour être dépensée domestiquement pour venir en aide aux réfugiés ou aux migrants, et d'autres qui ont réduit leur contribution à cause de cette situation. Donc évidemment, il y a un grand écart entre des besoins humanitaires qui sont à la hausse et des contributions qui ne sont pas au rendez-vous. Donc s'il y a un moment pour penser au CICR et pour donner, c'est bien celui-là. Et peut-être à la Croix-Rouge suisse par hasard aussi éventuellement. Madame, je vous donne la parole, cette fois vous avez gagné. Bonsoir, merci. J'ai beaucoup de respect, j'aimerais dire, pour les différentes institutions que les gens représentent ici. C'est pas que je sois critique spécialement leur égard, notamment pour la Croix-Rouge genevoise. Je la félicite pour le travail que je connais mieux, qu'elle fait très bien avec ses bénévoles. Par contre, j'aimerais quand même revenir sur certains points en tant que citoyen. Parce que quand on parle d'intégration et qu'on donne aux jeunes des bulletins blancs, des papiers blancs qui doivent renouveler tous les X avec l'incertitude. Hier, il y a eu une manifestation, je ne sais pas si vous avez suivi, la grande plainte de tous ces jeunes, c'est ça. C'est que tous les 4 matins, ils doivent renouveler ce papier avec une incertitude. Vous ne pouvez pas vous projeter. Ali Reza, celui qui s'est suicidé, c'est pas parce qu'il était renvoyé n'importe où. Il devait être renvoyé en Croatie où il avait été malmené, torturé. Et le Conseil d'État n'est pas obligé de suivre ce que dit le service des migrations. Il peut s'opposer. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait? En sachant que ce jeune déjà avait des tendances suicidaires, qu'il était mal dans sa peau, comme bon nombre de ces jeunes. Moi, j'ai une critique un peu par rapport à l'Hospice Général, à l'Étoile, parce que j'ai rencontré des gens, personnellement, qui la nuit, il y a les gardiens, enfin vous les appelez comme vous voulez, qui débarquent dans leur chambre, qui allument. J'ai une amie qui a 50 ans. À un moment, elle est retournée dans un de ses encadrements. Elle me dit à 3h du matin, quelqu'un rentre dans ma chambre et regarde ce que je fais. Et comme ça, de rien, sans s'expliquer, il referme. Il y a un problème là d'encadrement. C'est des gens qui ne sont pas responsables, je ne sais pas, ils ne sont pas formés pour encadrer des gens qui sont déjà dans un état particulier. Moi, je suis psychothérapeute, je peux parler. Je pense qu'il faudrait avoir d'autres personnes. Et peut-être mieux vaut avoir personne ou un gardien qui dit à telle heure c'est fermé que des gens qui se prétendent être là pour répondre aux besoins. Et par ailleurs, je pense qu'en tant que citoyen, au-delà de ce que font ces organisations, moi je crois qu'on doit se mobiliser pour que ce système de papier, d'une incertitude... J'ai une amie, elle est depuis 20 ans avec un permis F, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous pouvez vous intégrer? Peut-être qu'on laisse répondre Madame Merkelbach. Et un autre point. Quand j'ai accompagné quelqu'un à l'Office de la cantonale de la population, elle est venue avec son habit traditionnel parce qu'à chaque fois, elle est angoissée. Est-ce qu'on va lui renouveler? Et elle avait un bijou en argent. On lui a dit, vous ne pouvez pas laisser votre quincaillerie à la maison. Mais je veux dire, quand on entend ça, moi, ça me révulse sur des gens fragiles. Alors, je tiens à dire ça. Est-ce que je peux laisser répondre Madame Merkelbach, s'il vous plaît? Je finis. Je dis parce que c'est un peu l'image d'Épinal. Et je pense qu'en tant que citoyen, on peut peut-être réagir positivement pour que des choses changent. Vous venez de le faire. Ariane Merkelbach, je vous laisse répondre. Là, vous êtes quand même directement interpellée.
Oui, alors je ne peux pas me prononcer sur le système de ce que vous appelez les papiers blancs. C'est effectivement la procédure qui est appliquée par le secrétariat d'État aux migrations pour les personnes qui n'ont pas obtenu l'asile en Suisse. Donc là, on est vraiment dans du droit fédéral pour lequel une institution comme l'Hospice général, qui lui est dans l'accompagnement des personnes, n'a aucune marge de manœuvre et ne peut absolument pas intervenir. En ce qui concerne la manière dont on s'occupe des personnes et notamment des jeunes, Monsieur Mejouan l'a dit, aujourd'hui on a un endroit à disposition pour loger tous ces requérants d'asile mineurs non accompagnés. Cet endroit en accueille une centaine. On aimerait beaucoup avoir d'autres endroits pour les accueillir, ces jeunes. On sait très bien que ce serait beaucoup plus adéquat. Et malheureusement, aujourd'hui, ces hébergements-là, on ne les a pas. On est en discussion depuis passablement de temps avec le Conseil d'État directement pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Mais la conscience du problème, on l'a. Simplement, les solutions, comme je le disais tout à l'heure, sont aussi liées non seulement à l'accompagnement, mais aux solutions d'hébergement. Et l'hébergement reste le problème majeur de l'hospice sur le canton de Genève, contrairement à d'autres cantons plus grands qui ont un peu plus de possibilités. Maintenant, c'est clair que l'encadrement de ces jeunes ne se fait pas uniquement par les éducateurs de l'hospice. On travaille énormément et en lien avec les hôpitaux universitaires genevois pour assurer des prises en charge médicales, psychiatriques, psychologiques de ces jeunes. On travaille avec la Fondation pour l'animation socio-culturelle, on travaille avec toute une série d'autres organisations qui chacune apportent leur pierre à l'édifice. La Croix-Rouge en fait partie puisqu'on va inaugurer bientôt le centre dont parlait Monsieur Mejouan, qui est la fameuse résidence Alice, qui accueillera aussi des jeunes et des jeunes migrants avec un encadrement adapté à leurs besoins éducatifs. On me fait signe en régie que je suis obligé de rendre l'antenne, si j'ose cette expression, mais je vais quand même ne pas obéir et prendre une dernière intervention, puisqu'il paraît-il y en avait beaucoup. Mais si ce n'est pas le cas... Ah oui, c'est le cas. Cher monsieur, est-ce que votre voix porte comme un ténor? Ou est-ce que vous avez un micro? Ah, vous avez un micro, parfait. J'aimerais partager une croyance ou ma foi, qui est l'espoir que nous tous commencions à mettre notre mental et notre stratégie au service du cœur. Et je pense que c'est ce qui vous anime dans vos actions respectives, mais c'est ce que nous oublions souvent de faire quand nous cherchons à nous protéger, à préserver notre pouvoir d'achat, à veiller à ce qu'on puisse avoir la sécurité nécessaire avant d'écouter le cœur et d'être au service du cœur. Voilà. Merci. Merci. Voilà, c'est le mot de la fin, je crois, non? Monsieur, je vous remercie d'avoir pris le pouvoir et d'avoir conclu de manière aussi brillante, on ne pouvait pas dire mieux. Je vous remercie Robert Mardini, je vous remercie Florence Anselmo, Jean-Philippe Calongi, Eric Mejouan, Ariane Merkelbach. Merci au Grand Théâtre, bravo encore à tout le monde, et en particulier à tous ces migrants qui étaient figurants et qui nous ont ravis ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous, merci mille fois.